Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 339 du podcast Touchdown Actu. Un matin très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de la preview des finales de conférence avec moi, Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour. Salut à tous. L'émission du jeudi qui vous est présentée par Unibet. Tous les paris en ligne sur la NFL, c'est sur Unibet. Les matchs, c'est aussi sur Unibet. N'oubliez pas, vous pouvez regarder les matchs en ayant un compte crédité sur Unibet. N'hésitez pas à y aller en passant par le site ou les liens que nous vous proposons sur les différents réseaux sociaux. 4 équipes, 2 matchs, 2 places au Super Bowl. Les finales de conférence sont là. C'est l'heure de la preview et c'est parti. Quelques infos avant de rentrer dans le dur, Raphaël, sur les 4 équipes de ces finales de conférence. 3 n'étaient même pas en play-off l'an dernier. C'est quand même la belle info en termes de renouvellement. L'équipe qui était en play-off l'an dernier, ce sont les Kansas City Chiefs, justement, qui recevront les Tennessee Titans. C'est dimanche à 21h, ce sera le premier match. On va les faire dans l'ordre chronologique. Les Titans, qui sont un peu la surprise de ces play-offs. Raphaël, est-ce qu'ils peuvent encore créer la surprise? Ils sont la première tête de série numéro 6 en finale de conférence depuis les Packers et Jets en 2010. Les Packers étaient allés au bout, pas les Jets. Est-ce que les Titans peuvent aller au Super Bowl? Est-ce que les Titans peuvent aller au Super Bowl? Écoute, sur ce qu'on a vu depuis ce début de playoff, j'ai envie de te dire oui. J'ai envie de dire qu'ils ont les armes. Ils ont une défense assez solide qui arrive à créer des turnovers. Ils ont un Derrick Henry, on va y revenir, on pourra développer autour de lui, mais qui est quand même globalement assez inarrêtable depuis le début de ses playoffs. Et ils ont un Ryan Tannehill qui n'a pas besoin de forcer son jeu ni son talent, qui se contente de lancer quelques gros jeux sur des troisièmes tentatives, notamment avec A.J. Brown, etc. Et avec ce football qui, offensivement, peut paraître un peu minimaliste, on va dire, mais en tout cas, ils s'en sortent très bien. Ils ont assez bien dominé les Patriots, ils ont écrasé les Ravens, face à une défense de Kansas City qui a des faiblesses contre la course, notamment. C'est pas qu'encaisser de mémoire à peu près 120 yards par match en saison régulière au niveau de la course. Avec ce Derrick Henry là, j'ai envie de te dire que c'est loin d'être impossible, et face à un Andy Reid qui n'a pas toujours réussi en finale de conférence. Alors, on va commencer par Tannehill, tiens, qui lance moins de 100 yards sur les 2 derniers matchs. Là, a priori, on va parler après d'Eric Henry et du match-up qui est en effet très favorable au sol, mais a priori, il va falloir lancer plus de 100 yards sur ce coup-là. Il va falloir quand même alors pas un meilleur parce qu'il est déjà bon, il est très efficace. Ça c'est sûr, il est efficace. Il lance pas beaucoup, mais il est efficace. Mais il va quand même en falloir un peu plus face à cette attaque de Kansas City. Oui, normalement, j'ai envie de te dire aussi qu'il va falloir un peu plus, parce qu'on s'attend quand même à ce que les Chiefs, offensivement, arrivent un peu à casser la défense des Titans. Donc, a priori, en se contentant de lancer que 100 yards dans les airs, ça risque d'être compliqué pour les Titans, et Tannehill doit faire plus. Maintenant, il nous a montré depuis la fin de la saison qu'il peut aussi faire plus au jeu en courant. Donc ça peut être aussi un autre facteur pour lui sortir de la poche, aller chercher des jeux comme ça. Et puis il a un A.J. Brown qui est vraiment dans une très très grosse forme, qui pourrait bien arracher le titre de rookie offensif de l'année vu sa fin de saison. Et moi je reste toujours un peu pas sceptique, mais embêté par le niveau général des cornerbacks des Chiefs, en dehors de Tyrann Mathieu, mais qui est plutôt safety et qui a un rôle plus large, on va dire. Mais les Chiefs possèdent des défenseurs capables de faire des big plays, mais ils n'ont pas un cornerback shotgun comme les 49ers, on le verra plus tard, mais les 49ers ont avec Sherman. Et voilà, si A.J. Brown arrive à prendre le dessus, ça peut aider Tannehill. Donc je serais pas surpris qu'il aille à 200 yards, 250 sur ce match. C'est sûr que ce sera un peu force contre force et faiblesse contre faiblesse, en un sens, si je peux dire. Enfin, non, pas force contre force, d'ailleurs, je dis une bêtise. Ce sera la force des Titans, l'attaque contre la faiblesse des Chiefs, la défense. C'est ça que je voulais dire. C'est que, en effet, ils ont quand même un coup à jouer. Alors après, évidemment, il faut en venir là. Derrick Henry, 377 yards dans 2 matchs de playoff. Il n'y a plus de mots. Si tu ajoutes la semaine 17, ça fait 3 matchs de suite à plus de 180
80 yards. Les Chiefs, tu l'as dit, 26e défense contre la course, 128,2 yards autorisés, surtout 4,9 yards par course autorisés, ils sont 28e dans la ligue. La ligne offensive des Titans est excellente. On rajoute à ça que Chris Jones, leur meilleur lineman défensif, était blessé lors du dernier match. Au moment où on se parle, jeudi, il ne s'entraîne toujours pas. Ils ont un énorme problème quand même là face à eux, les Chiefs. Ils ont un énorme problème à plusieurs niveaux parce que, comme tu dis, donc Chris Jones, qui est assez important, qui ne pourrait pas jouer. C'est un problème parce que Derrick Henry, donc au-delà de la performance qu'il peut faire, plus il aura le ballon, plus ça veut dire que l'attaque des Chiefs, qui est le point fort de cette équipe, va rester sur le banc. Et c'est aussi une des clés pour les Titans pour gagner ce match, c'est laisser Patrick Mahomes sur le banc le plus longtemps possible. Et avec un Derrick Henry qui va chercher les jeux progressivement, les first down, et ben tu peux contrôler le chrono et ça ne peut être qu'un point positif. Même si on sait les Chiefs sont une attaque explosive, en 2 minutes ils sont capables de mettre le touchdown, mais plus tu laisseras Patrick Mahomes et ses camarades sur le banc, mieux ce sera quand même pour les Titans. Et tu l'as dit, globalement, Derrick Henry est juste inarrêtable. Je suis tombé sur une stat en préparant l'émission. Alors attends, je te donne ça. Derrick Henry a gagné plus de 729 yards face à des formations défensives qui proposaient 8 joueurs ou plus dans la boîte, comme on dit. 8 joueurs ou plus dans la boîte, 729 yards. Le deuxième de la ligue, deuxième coureur, c'est Sonny Mitchell. 400 yards de moins que Derrick Henry gagné quand on lui met 8 défenseurs dans la boîte. Donc même quand tu sais, quand la défense est prête à défendre la course, qu'elle met 8 joueurs dans la boîte, Derrick Henry y va. Il tabasse et il avance. Donc c'est quand même, à l'heure actuelle, c'est juste monstrueux ce qu'il est en train de faire. Et ça aide Tannehill qui se contente d'assurer le minimum. Donc, mais c'est ça, parce que si tu arrives à passer quelques bonnes actions à la passe, tu mets la défense encore plus en galère dès le début du match, parce que si en plus ils savent plus où donner de la tête, ça devient un enfer. Si tu as un Derrick Henry qui peut transpercer comme ça. Bah c'est ça, c'est vraiment un vrai défi pour la défense des Chiefs. Alors faut qu'ils mettent de la pression sur Tannehill, parce qu'on l'a vu quand même au cours de la saison, Tannehill sous pression est pas le meilleur des quarterbacks cette saison. Il a du mal de mémoire, il est même dans les 10 derniers en termes d'évaluation quand il est sous pression, tout ça. Mais le problème c'est que plus tu vas mettre de joueurs pour essayer de mettre la pression sur Tannehill, et si tu lis mal et que c'est Derrick Henry qui prend la balle, bah ça déjà que quand tu mets 8 joueurs face à lui, tu le stoppes pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand il y en a moins? Donc moi ça me fait dire que de toute manière les Chiefs ne gagneront pas ce match en défense. Ils doivent aller le chercher offensivement et pour une fois peut-être ne pas être trop explosif et eux garder la balle pour laisser Derrick Henry sur le banc. Tu vois, peut-être que pour une fois, c'est l'inverse finalement, et bon. Ce serait une des rares fois d'ailleurs où on en arrive à un scénario où il faut laisser le coureur adverse sur le banc, c'est quand même une rareté. Andy Reid justement va être impliqué dans ces choix-là, c'est plutôt un cerveau offensif, c'est sa 7e finale de conférence, il n'en a gagné qu'une seule sur 6, ça fait quand même des stats très très limitées. La seule qu'il a gagnée c'était avec Philadelphie, il en a joué donc 5 avec Philadelphie, une avec Kansas City et donc sa deuxième là avec Kansas City. Est-ce que c'est l'année ou jamais pour lui? On a déjà un peu effleuré le sujet mardi. C'est un cerveau offensif, il a une attaque qui est flamboyante, c'est la plus belle attaque, on peut le dire quand même, de ces finales de conférence maintenant. Est-ce que c'est l'année ou jamais? Il peut déborder quand même en théorie cette équipe des Titans, et il peut déborder à peu près n'importe qui derrière, même si ce serait, on n'en est pas là, mais s'il joue les 49ers, ce serait un clash attaque-défense assez impressionnant. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça semble être un peu l'année ou jamais, parce que après une finale de conférence l'an dernier, cette saison il se retrouve en arrivant en finale de conférence débarrassé de Tom Brady et de Bill Belichick avant même de les rencontrer. L'équipe numéro 1 de la saison, les Ravens se font surprendre au tour d'avant, donc en théorie la porte est ouverte côté AFC. Et en NFC, mine de rien, il a face à l'équipe NFC, il pourrait avoir la chance de rencontrer 2 coachs pour qui ça serait le premier Super Bowl en tant que head coach. Shanahan a une expérience en tant que coordinateur, mais il n'a jamais été head coach pendant un Super Bowl. Il pourrait profiter donc d'être face à des coachs peut-être moins expérimentés, 2 équipes, enfin surtout 49ers, une équipe surprise. Donc effectivement, c'est peut-être l'année un peu qui semble plus ouverte pour lui, même si je suis pas sûr que ce soit la meilleure équipe qu'il a entraînée, parce qu'il y a certaines de ses QV avec les Eagles étaient quand même très très costauds, donc je suis même pas sûr que ce soit la meilleure équipe qu'il ait jamais coachée, mais
Là, effectivement, ça semblera raté s'ils chopent pas cette occasion-là pour aller au bout. Ouais. Les Eagles semblaient parfois en effet plus complets parce que en défense, là, on vient de le dire, il y a quand même des trous. Après, Patrick Mahomes, c'est sa deuxième finale de conférence en 2 ans en tant que titulaire. C'est quand même le MVP en titre, c'est leur atout principal. Il a Tyreek Hill, Travis Kelce. Est-ce que tu es d'accord d'ailleurs avec Tyreek Hill qui dit que personne ne peut les couvrir? Oui et non, ils ont quand même perdu quelques matchs cette saison. L'an dernier, ils perdent aussi. Enfin, non, tu peux les couvrir. Après, effectivement, il reste très difficile par leur vitesse, par les mismatchs que crée Andy Reid sur ses appels de jeu, par la capacité de Mahomes à prolonger les actions, à donner plus de temps à ses receveurs pour sortir de la couverture dans laquelle ils sont. Ils sont très très durs à arrêter, ça c'est évident. Après, bon. On l'a pas encore dit, mais ils se sont déjà affrontés, les Chiefs et les Titans cette année. Semaine 10, victoire des Titans 35-32, plus de 900 yards en attaque, 5 changements de leader, un field goal de l'égalisation bloqué pour les Chiefs, donc ça s'est joué à ça d'une prolongation. Est-ce qu'on se dirige vers un match du même genre, festival offensif? Ouais, moi je miserais bien là-dessus. Petit festival offensif avec 2 attaques qui se rendent pas mal les coups et 2 défenses qui galèrent vraiment finalement à stopper. En tout cas, je pense que les 2 défenses vont prendre un lot de yards assez important et peut-être qu'effectivement une pourra faire la différence sur le fameux turnover de fin de match qui peut faire basculer, mais moi je vois bien les 2 équipes atteindre les 30 points sur ce match. Ouais. En tout cas, le script du match de la semaine 10, il est impressionnant parce qu'il colle exactement dans ce qu'on vient de dire. Derrick Henry a 188 yards de touchdown. Tannehill a 13 passes complétées seulement pour 2 touchdowns et 180 yards. Et en face, les Chiefs qui avaient artillé en attaque, 36 sur 50, 446 yards et 3 touchdowns pour Mahomes. Tyreek Hill et Kelce avaient cumulé 18 réceptions à eux deux. Donc, clairement, sauf énorme surprise, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, des fois qu'on dit que ça va être un festival offensif, on se retrouve avec un truc bloqué à 6-3 à la mi-temps. Mais non, mais voilà, a priori, ouais. Là... ça ressemble quand même à un match très très offensif. Est-ce que la différence pourrait pas se faire sur les playmakers défensifs de Kansas City, parce qu'on sait qu'ils laissent beaucoup de yards, mais en termes d'expérience, Terrell Suggs, Frank Clark et Tyrann Mathieu, c'est quand même des joueurs qui peuvent a priori faire la différence. Ouais, tu vois, sur le papier, les noms sont un peu plus ronflants là-dessus, mais on l'a vu depuis le début de ces saisons. Enfin, cette saison, par exemple, la semaine dernière, on a un Jurel Casey, le defensive tackle des Titans, qui fait 2 sacks sur Lamar Jackson. Entre Jurel Casey et Kevin Byard, leur safety qui est en tête qui était en tête des interceptions l'an dernier, qui cette année encore de mémoire à 5 ou 6 interceptions. Je suis pas si sûr que ça que les playmakers soient forcément du côté des Titans, enfin des Chiefs, je veux dire. En fait, pour Suggs, je pensais surtout à l'expérience. Ouais. Non, mais l'expérience, effectivement, un peu plus. Maintenant, je sais pas. Moi, je donne pas forcément l'avantage à la défense des Chiefs. Non, alors attention, sur l'ensemble, celle des Titans c'est plus solide, clairement. C'était vraiment, je me disais, est-ce qu'un Suggs sur un sac va pas faire une différence? Oui, peut-être, ouais. Tu vois, arracher un ballon, c'est ce genre de vieux grognard qu'on voit sortir dans ce genre de match, quoi. C'est surtout ça. C'est vrai aussi, oui, c'est vrai aussi. Mais après, oui, en plus, c'est 2 équipes qui donnent peu de ballons, donc je me suis pas noté la stat, mais elles sont toutes les 2, je crois, parmi les équipes qui donnent le moins de ballons dans la ligue. Donc, ça va se jouer sur un coup de dé, quoi, si ça tourne à la démonstration offensive. Ouais, ça va se jouer sur un coup de dé. Après, quand même, ce qui peut faire la différence, et c'est peut-être comme la semaine dernière, moi je pense aussi, malgré tout, c'est le rôle de Travis Kelce, le tight end des Chiefs, qui apporte des solutions en plus à Patrick Mahomes que juste ses receveurs, ses speedsters, Tyreek Hill, Hartman, tout ça. Et je vois pas tellement de joueurs chez les Titans capables de le couvrir tout le match. Je serais pas étonné que ce soit encore lui la clé de voûte du succès des Chiefs ce week-end, quoi. Ton pronostic? Mon pronostic. Attends, j'ai même pas regardé ton prono, tiens. Non, j'ai même pas mis. Ah, tu les as pas mis sur notre fiche, d'accord. Non, Greg a mis quoi? On sait? Alors, attends, hop, j'y vais. Greg a mis les Chiefs, j'ai mis les Chiefs, Raoul a mis les Titans.
Bon, alors, je le dis tout de suite, je pense que les Chiefs vont gagner ce match, mais je vais jouer les Titans pour essayer de remonter. C'est un peu mon seul espoir de gagner les pronos, donc bon. Il est joueur. Bon. On aime ça. Oui, parce qu'on rappellera les scores après, mais il y en a un qui est déjà assuré d'un gage, mais, Oui. mais au-dessus, ça peut se jouer. Moi, je vais dire les Chiefs, parce qu'en effet, je pense que les Chiefs ont gagné. Je pense que c'est un très mauvais match-up pour les Chiefs, qui peuvent être secoués, que les Titans ont une chance, mais je pense qu'à un moment, ils vont pas réussir à suivre sur quelques coups d'éclat de Mahomes, et qu'il y a un moment où ils vont peut-être soit être poussés à la faute, soit pas réussir à suivre. Et on parlait de pas se jouer à grand-chose. Les Titans n'ont pas tenté un field goal depuis la semaine 15 et ils n'ont pas réussi un field goal depuis la semaine 13. Oui, c'est ça. De mémoire, ils entrent en playoff avec 43% de réussite sur les C'est ça. Ouais. Ouais. Ils ont une des pires adresses de l'histoire Mais- sur les field goals. Puis quand tu vois les conditions climatiques potentielles à Kansas City chez les Chiefs pour kicker Ouais. dans le froid, tout ça, C'est ça. je pense qu'on risque de voir les hommes de Mike Vrabel tenter plusieurs quatrièmes tentatives ce week-end. Ouais. Et puis, bon, moi, après, ils ont quand même un MVP, ils ont un coach plus expérimenté, Oui, ils ont non, des mais je suis joueurs d'accord. d'expérience. J'irai Là-dessus, aussi vers les Chiefs. Ouais. Donc, tu veux dire que la team premier degré qui va voir nos pronostics sans écouter l'émission ne peut pas te tomber dessus en théorie en disant quoi, tu crois pas aux Chiefs alors qu'on est des underdogs? Et que tout le monde nous déteste, eh bien non, pas vraiment. Mais... Bon, mais là on a 4 équipes qui peuvent légitimement dire personne ne croyait en nous pendant la saison, etc. Parce que les supporters des Chiefs ils diront que tout le monde pensait aux Ravens et qui t'ont bien montré qu'en fait les Ravens ça voulait rien dire et que c'est eux les meilleurs. Euh, San Francisco 49ers, Green Bay Packers, ce sera la finale en NFC dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 40. Là on a affaire à la tête de série numéro 1 contre la tête de série numéro 2. C'est la 3e année de suite que les deux premières têtes de série se retrouvent en finale NFC. Donc au moins pour les pronostics de l'année prochaine on sait à quoi s'en tenir sur le divisional. C'est ça. Grosse histoire de connaissance entre les deux coachs. Alors, Grégory en a un peu parlé mardi, j'ai fait toute la liste. Matt LaFleur, donc d'un côté pour les Packers, Kyle Shanahan, coach des Niners. LaFleur était l'assistant offensif à Houston en 2008-2009 quand Shanahan était coordinateur offensif. LaFleur était coach des quarterbacks des Redskins de 2010 à 2013 sous le commandement du coordinateur offensif Kyle Shanahan. LaFleur ensuite était coach des quarterbacks des Falcons en 2015 et 2016 quand Shanahan était le coordinateur offensif. Et si vous voulez rajouter des liens, sachez que le frère de Matt LaFleur s'appelle Mike LaFleur et qu'il est coordinateur du jeu de passe des 49ers. Donc il y a deux staffs qui se connaissent très bien. Et on a deux équipes, là encore, qui se connaissent bien et qui se sont rencontrées en saison régulière. Et là, je vais commencer par ça parce qu'il est très significatif. Les 49ers en semaine 12 ont écrasé Green Bay 37-8. Plus petit total de points de la saison des Packers. Il s'était fait massacrer par George Kittle avec 129 yards et un touchdown. Lafleur a déjà expliqué à Fox Sports qu'il va chercher ce que les équipes qui ont embêté les Niners ont fait. Elles sont pas nombreuses. Elles sont peu nombreuses et c'est ce que j'allais te demander. Ce sont les Seahawks, les Falcons et les Ravens qui ont battu San Francisco. Qu'est-ce qu'il faut faire selon toi pour embêter les Niners? Idéalement, mais pas beaucoup d'équipes ont été capables de le faire. Idéalement, faut gagner la guerre des tranchées face à leur ligne défensive. Voilà. Les Ravens l'avaient plutôt bien fait grâce à leur bonne ligne offensive, notamment sur le jeu de course avaient plutôt gagné ce duel-là, donc ça les avait fortement aidés. Les Packers ont des bons éléments sur la ligne offensive, je pense notamment à leur left tackle Bakhtiari qui est un des meilleurs de la ligue à ce poste, donc ils ont quelques éléments, mais est-ce qu'ils en ont suffisamment pour bloquer l'armada sur la ligne défensive des 49ers? C'est pas certain. Et puis le deuxième élément, moi ça me semble quand même malgré tout le jeu au sol. On a vu que c'est peut-être un peu la faiblesse de cette défense des 49ers. Ce jeu au sol, ils ont peut-être un peu plus de difficulté à le stopper, donc il faudrait un très très grand Aaron Jones qui parvient vraiment à soulager Aaron Rodgers qui sera sous pression constante et à permettre de faire plus de play action, à permettre de courir, de monopoly. Bon, c'est pas. En fait, pour te dire, moi, quand j'ai vu justement les déclats de Matt LaFleur, je me suis dit, je vais regarder ce qu'ont fait les équipes qui ont battu les Niners. Et le problème, c'est que les Niners peuvent gagner de plein de manières parce que à chaque fois qu'ils ont perdu, c'est pas de la même manière. Les Ravens ont beaucoup couru et ils ont laissé les 49ers courir. Les Falcons sont les seuls à avoir limité les Niners à moins de 100 yards au sol, mais eux non plus n'ont pas dépassé les 100 yards au sol, donc c'était plutôt un match aérien. Donc les trois matchs sont différents, les trois défaites des Niners sont différents. Il n'y a pas une recette. Mais il y a un truc moi qui est revenu, je trouvais, c'est les ballons perdus.
2 ballons perdus contre les Falcons, 1 contre les Ravens, 3 contre les Seahawks. Alors les Seahawks en perdent aussi 3 ou 4 je crois dans ce match là, mais bon, les 49ers en perdent 3. Et en fait si tu regardes, 23 ballons perdus pour les 49ers en saison régulière, c'est la pire équipe parmi les 4 qui restent. Pour donner un point de comparaison, donc 23 pour les Niners, j'ai dit, 13 pour les Packers, 15 pour les Chiefs, 17 pour Tennessee, pour avoir vraiment les 4 des finales de conférence. Donc ça, c'est aussi là, on en revient au cliché, mais voilà, il va falloir provoquer des ballons perdus si Green Bay veut avoir une chance. La question, c'est de savoir si cette défense de Green Bay peut le faire. Ouais, oui, est-ce qu'elle peut le faire? Pas évident. Enfin, elle fait un match plus que correct la semaine dernière face à des Seahawks, mais des Seahawks qui ont plus de jeu au sol, mais qui n'ont pas une bonne ligne offensive, ce qui est le contraire des 49ers. Les 49ers ont plutôt une bonne ligne offensive, ont une capacité à courir de manière incroyable grâce au play call de Kyle Shanahan. Après, les Packers ont quand même, avec les 2 Smith, Preston Smith et Zadarius Smith, 2 joueurs capables de mettre la pression sur Garoppolo, de le déstabiliser. C'est un peu comme ça qu'avait fait Atlanta d'ailleurs. Il y avait eu 5 sacs et ils avaient mis beaucoup de pression. Oui, ça j'ai envie de te dire que ça devrait pouvoir être la clé pour les Packers, en tout cas sur l'aspect défensif, mettre la pression sur Garoppolo et le pousser à l'erreur, parce qu'on a vu qu'il a fait quand même quelques mauvais lancers depuis le début de la saison. Il est un peu sous pression comme ça, il a quelques mauvaises phases. Alors, c'est un des points intéressants que tu lèves sur Garoppolo. Il est à 22 victoires et 5 défaites en carrière en tant que titulaire. Donc ça, il peut le faire, on l'a vu. Il y a des matchs où il peut être le leader de l'attaque. Il a des cibles, il a le coaching. Mais en effet, selon Pro Football Focus, alors je suis pas un grand fan des données avancées, mais ça vaut ce que ça vaut. Je trouvais quand même l'idée intéressante. C'est le joueur qui réalise le plus de lancers dangereux parmi ceux qui restent en course. Et il est aussi celui qui a le moins de passes de très haute qualité, c'est-à-dire celles que Pro Football Focus note comme étant les plus safe et voilà. Et en fait, il voit pas forcément bien les linebackers. Alors, je dis pas qu'il en est au point de Jameis Winston, mais il est intercepté par Eric Kendricks la semaine dernière. Il y en a une autre dans les mains d'Eric Kendricks qui lui échappe aussi. Ça a failli faire 2. Et les statistiques montrent qu'il est plus en difficulté, en effet, sur les lancers dans cette zone intermédiaire. Donc, comme tu disais, la pression peut être importante à ce niveau-là pour pousser Garoppolo à l'erreur, qui a tendance, en effet, mais ça, on l'a déjà dit, à parfois avoir des lancers un peu dangereux. C'est son défaut, et ce qui fait aussi sa qualité, c'est qu'il a pas peur. Donc il pourra peut-être aller chercher des gros jeux en n'ayant pas peur dans ce match, mais ça peut aussi être risqué par moment. Donc ce sera une des clés de ce match-là, de voir comment il va réagir s'il y a de la pression éventuellement. Non, mais t'as tout dit, ce côté Garoppolo qui malgré tout et des stats en termes de victoire hyper convaincantes a toujours 2-3 sources d'inquiétude, et tu l'as très bien dit. Après, faut que le problème, c'est que les linebackers des Packers sont pas forcément les meilleurs en couverture aérienne, donc je les vois pas forcément très affûtés à ce niveau-là. Après, si vraiment leur paire de edge rusher Smith parviennent à prendre le dessus sur la ligne offensive, et c'est là où aussi, par contre, on le dit peut-être pas assez, mais George Kittle, le tight end des 49ers, qui est aussi très bon en protection pour son quarterback, va peut-être aussi avoir un grand rôle là-dessus pour le protéger si jamais il y a trop de pression de l'autre côté. Faut voir Garoppolo, mais alors de toute façon on parle du jeu aérien, hein, mais le problème principal pour Green Bay a priori ça reste qu'ils autorisent 4,7 yards par course. Ils sont 24e en NFL, et dans les tranchées ils n'ont pas l'air d'avoir l'avantage face au jeu au sol de San Francisco, comme ils n'avaient pas l'air d'avoir l'avantage de l'autre côté non plus, et tu le disais, cette course des tranchées elle est compliquée. Ils avaient pris 5 sacs d'ailleurs dans le match aller aussi contre Green Bay. Leur coureur avait été bien contenu. Enfin, des deux côtés c'est compliqué, mais encore une fois ils vont avoir du mal à contenir le jeu au sol quoi qu'il arrive. On n'est même pas sûr d'avoir besoin d'un gros Jimmy Garoppolo là. Non, on n'est pas sûr, comme tu dis, d'avoir besoin de Jimmy Garoppolo à un haut niveau. T'as ce jeu au sol. Après, il y a eu quelques bons matchs cette saison des Packers contre la course, mais en même temps, le jeu de San Francisco au sol, c'est le 2e meilleur de la ligue derrière les Ravens. C'était quand même le plus inventif, le plus créatif. Comment ils vont s'adapter à ça? En fait, je vois peu de... Moi, je vois... Alors, j'élargis parce qu'effectivement, je vois pas... J'ai du mal à les voir stopper le jeu au sol des 49ers. Moi, il y a peut-être un match-up, à mon sens, qui peut faire basculer le match pour les Packers. C'est le duel Richard Sherman-Davante Adams. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Parce que Sherman, on l'a vu depuis le début de la saison, il a retrouvé son niveau de, comme on dit, lockdown corner. Il verrouille toutes ses cibles.
On l'a vu toute la saison. Il y a vraiment, offensivement, il y a les Packers sans Davante Adams et il y a les Packers avec Davante Adams. Il apporte vraiment quelque chose. Il permet à ses coéquipiers d'être démarqués. Enfin, il apporte beaucoup de choses. Et je pense que si Richard Sherman arrive à complètement éteindre Davante Adams, je vois vraiment pas comment les Packers s'en sortent sur ce match. Même avec un bon Aaron Jones, il y aura pas assez de variables dans le jeu. Par contre, si Davante Adams prend le dessus sur Richard Sherman et que du coup Rodgers arrive à le trouver rapidement, arrive à s'en sortir par là, je pense que l'attaque des Packers peut peut-être emballer ce match, mais bon, moi je surveillerai ce match-up. C'est ce que j'allais te demander d'ailleurs. Est-ce qu'ils doivent emballer le match ou est-ce qu'ils doivent le temporiser pour garder le ballon loin de San Francisco? Je dirais emballer si on veut que Garoppolo. Moi je dirais emballer. Aaron Rodgers fait pas une bonne saison. Enfin, pas une bonne saison dans les standards qui ont été les siens. Les Packers ont besoin qu'Aaron Rodgers fasse plus en fait, qu'il retrouve plus d'allant en attaque, plus de rythme. Et je pense qu'ils doivent aller emballer ce match et effectivement mettre le. Et peut-être qu'une des solutions aussi, c'est un jeu de passes courtes, comme les Patriots à une époque le faisaient souvent quand on proposait face à Brady beaucoup de pression sur le pass rush. Ils faisaient beaucoup de passes rapides et courtes pour casser le tempo du pass rush adverse. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser dans ce niveau-là. Bon, il a peut-être pas les mêmes cibles dans le slot qu'a pu avoir un Brady, mais en tout cas, Rodgers doit faire mieux aussi. Et Rodgers, en fait, joue déjà sa 4e finale de conférence. Il en a gagné qu'une sur 3. Je pensais pas qu'il en avait déjà joué 3, je sais pas pourquoi. Donc, le pronostic. J'ai combien de points de retard Alors, tu es à 165, donc ça veut dire que tu en as 5 de retard. Ah ouais, donc je suis obligé de faire différent de vous deux, parce que même en prenant 2, je pourrais pas gagner sur le Super Bowl. 4. Du coup, toi et Greg, vous prenez quoi? Eh ben, on a pris différent. Parce que moi je joue aussi tactique si tu veux, je me dis que je joue différent parce que je vais essayer de prendre l'avantage sur celui-là et de pouvoir jouer ce que je veux au Super Bowl. Et qu'au pire, si je perds là, je pourrais jouer l'inverse au Super Bowl et avoir une chance d'égaliser. Normal. Donc il a les Niners et j'ai les Packers. Alors je te donne une stat, 2 sur 15 en 3e tentative pour Green Bay lors du premier match, c'est une des clés aussi. San Francisco est la 2e équipe de la ligue en défense sur 3e tentative, donc c'est compliqué aussi à cause de ça. Bon, de toute façon, du coup, j'ai plus de chance de gagner puisque l'un de vous deux prendra 2 points. Je vais aller sur ceux que je pense victorieux. Je vais aller sur les 49ers. Les 49ers. Moi, je t'avoue que, alors, je vais te donner la même explication que toi sur le pronostic d'avant, avant que les supporters des Niners sortent les fourches. Je pense, pour moi, les Niners sont favoris parce que, comme tu le disais, il y a trop peu en attaque du côté de Green Bay. Il y a beaucoup plus en défense du côté de San Francisco. Il y a du jeu au sol. Il y a plein de choses. Donc, je pense que les Niners vont gagner. Mais je l'ai dit, je joue tactique. Donc, voilà. Je voudrais me placer avant le Super Bowl pour être sûr de au moins être premier ex-aequo, tu vois. Ouais, je comprends. Donc je tente le coup de dé et comme il y a eu plein de surprises dans ces playoffs. Voilà donc pour la preview. Alors petit jingle pronostic pour faire un point complet sur les scores dont on parlait, comme ça tout le monde sera au clair et après on enchaîne. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir! Here we go, work on 3, 1, 2, 3, work! Les pronos, donc la rubrique pronos est un peu écourtée forcément en ce moment parce qu'on les donne avec les matchs, évidemment on fait pas le suspense, mais c'est l'occasion de faire le point sur les scores. Donc après, alors on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi quand même que chaque match de playoff vaut 2 points, c'est aussi pour ça que ça a évolué pas mal ces derniers temps. Camille est donc à 157 points. Il est en retard sur Raoul qui est à 164. Donc comme il y a encore 6 points à prendre vu 3 matchs, Camille est donc assuré de la dernière place. Bon, on peut dire que c'était un peu une sorte de bizutage, c'était sa première année où il pronostiquait. Donc Camille 157, Raoul 164, Raphaël 165 et Grégory et moi-même à 170. J'ai égalisé quand même la semaine dernière. Alors je ne le dis pas trop fort parce que je ne veux pas me porter la poisse.
Mais parce que en fait, si tu veux, une victoire me ferait beaucoup plaisir cette année pour pouvoir, pour que je puisse dire quand même à tous les gens qui arrêtent pas de dire que je maudine tout le monde et que je porte la poisse, etc., que je m'en sors pas trop mal quand même. Donc bon, voilà. Donc oui, mathématiquement, Raoul est à 6 points. Donc c'est pareil, alors lui il a pris Titans et Packers. Camille a pas encore pronostiqué, donc je peux pas vous les donner. Donc il a tout l'inverse de Grégory. Donc dans le meilleur des cas, il pourrait reprendre 4 points à Grégory, pronostiquer l'inverse de lui au Super Bowl et égaliser. En admettant que Grégory se plante sur les 3 et que Raoul ait les 3 bons. Ouais. Et toi du coup avec Greg, parce que du coup... Attends, Titans... Oui, c'est ça, il a tout l'inverse de Grégory. Oui, mais par contre, dans le cas où Grégory a tout faux, ça veut dire que toi, t'en as au moins un de bon, donc tu seras à 172, donc il pourra plus gagner quoi qu'il arrive. C'est ça, Raoul pourrait plus gagner en effet. Ouais. Dans tous les cas, Raoul pourra pas gagner. Non, mais moi non plus, ça y est, c'est fini. À partir du moment où toi et Greg, vous avez pas exactement le même pari, ça nous empêche de... C'est ça. Bon, bah voilà, j'ai joué doublement tactique, là, j'ai été impitoyable. J'ai été impitoyable. Bon, donc voilà, vous savez tout. Et donc, je rappelle les pronos de tout le monde. Donc, Camille ne les a pas encore notés. Quand je vous dis de noter, c'est vrai qu'on l'a dit souvent dans l'émission cette année, je précise, on a un fichier Google partagé où chacun met ses pronos. Et donc, c'est les leaders ou le leader qui sont censés mettre en premier et les autres viennent mettre au fur et à mesure. Et on a le jeudi soir comme date butoir pour que tout le monde ait mis. Donc, les pronos, on a dit Grégory, Chiefs et Niners. Raphaël, Titans et Niners. Raoul, Titans et Packers, et moi-même, Chiefs et Packers. Donc on a 2 Packers de Niners et 2 Chiefs de Titans pour l'instant. C'est équilibré. Personne ne pourra dire qu'on a fait l'unanimité contre eux ou quoi que ce soit. On passe aux meilleures cotes. Les meilleures cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Raphaël, plus que 2 matchs, donc forcément là on joue des cotes un petit peu plus rock'n'roll. Je te laisse commencer. Eh ben écoute, moi je pars sur une cote, donc allez fouiller un peu sur Unibet, sur une cote qui vous propose de choisir l'équipe en tête à la mi-temps et celle qui gagne le match. Du coup, je suis parti sur le match Titans-Chiefs et donc je vous propose les Titans mènent à la mi-temps et les Chiefs gagnent le match. On a vu, les Chiefs ont commencé un peu difficilement la semaine dernière, les Titans eux commencent bien les matchs. Et donc ce résultat-là est coté à 7, si je dis pas de bêtises, si ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure, 7. Très belle cote. Voilà. Très belle cote. Non, mais c'est des paris plus compliqués, donc ça vaut une très belle cote. Alors, par contre, clairement, pour que les Chiefs gagnent s'ils sont menés par les Titans, faut pas qu'ils soient menés de 24 points comme contre les Texans, parce que remonter 24 points à une équipe qui a Derrick Henry pour courir, ça va être compliqué. Mais 5-6 points d'écart... Ça peut se faire. Ouais. Ben moi du coup comme je les ai pronostiqués et que la cote est très... Alors les cotes des outsiders par contre sont très élevées sur les paris nets. Les Packers sont à 3,75. Honnêtement dans une finale de conférence je trouve que c'est une très belle cote même pour un outsider. Donc je vais la jouer dans la continuité de mon pari pour remporter le concours de pronostics. Donc ça nous fait un très très beau combiné Raphaël, parce que là avec les Packers à 3,75 et Titans en tête à la mi-temps et Chiefs qui gagnent, ça nous fait 5€ misés, 131,25€ de gains potentiels. Donc on est pas mal, du tout. Ça se passe, on l'a dit, chez Unibet. Pour le YOLO, on a dit pendant les playoffs on fait les YOLO des outsiders. Donc les Titans 3,50 et les Packers 3,75, parce que donc les Titans sont outsiders à 3,50 en résultat net. Ça fait un YOLO du coup qui est moins élevé que notre pari de base, parce qu'en fait le YOLO du coup est à 5€ misés, 65,63€ de gains potentiels, oui. Et 10€ misés, 131,25€ de gains, exactement pareil que notre combiné à 5€. Donc bon, vous pouvez, là c'est vous qui voyez, vous pouvez faire un YOLO en résultat net Titans-Packers, ou alors on a notre combiné un peu plus hard avec les Titans en tête à la mi-temps et les Chiefs qui gagnent d'un côté et les Packers qui gagnent en net à 3,75 de l'autre. Voilà pour les cotes chez notre partenaire Unibet. Une fois n'est pas coutume, on va terminer cette émission du jeudi avec un petit jingle news et quelques infos. Live from Studio 3C in Rockefeller Center, this is Today in New York. On termine donc cette émission avec un petit peu d'actualité, alors pas énormément d'analyse, mais c'était plus quand même pour en parler et saluer l'artiste, va-t-on dire, parce que Luc Kuechly a annoncé sa retraite, c'était mercredi 15 janvier, c'était la veille de notre enregistrement. Forcément Raphaël, ça fait quelque chose, il a 28 ans, Luc Kuechly, il a joué donc 8 saisons en NFL, si je ne dis pas de bêtises, voilà, 8.
un des meilleurs linebackers de la ligue depuis ces dernières années, de la décennie clairement. De la décennie, oui, voilà, c'est ça. Il est largement top 2, j'ai envie de te dire, des middle linebackers de cette décennie, avec peut-être Bobby Wagner, les deux plus constants, les deux vraiment cerveaux de leur défense. Un joueur qui a toutes les qualités, physique, vitesse, intelligence de jeu, pas de défaut. Bon, c'est dommage pour les spectateurs, mais si lui avait plus la motivation d'y aller, je comprends. Aller te prendre des mecs de 120 kilos sur la tronche tous les week-ends quand t'as plus la motivation, c'est pas forcément évident. Donc, en plus de mémoire, il a déjà eu quand même 3 commotions cérébrales déjà. Ouais. Pas mal d'études ont eu tendance à prouver qu'au-delà de 3 commotions cérébrales, les impacts étaient vraiment importants. Donc je pense que tout ça a dû finir par peser dans la balance. Et mine de rien, ils sont quand même de plus en plus nombreux à s'arrêter avant les 30 ans ou à 30 ans. Donc bon. Non, moi je suis comme, je pense qu'on est un peu pareil là-dessus, mais je blâmerai jamais un joueur de prendre sa retraite parce que de toute façon tu peux pas jouer en ayant le cœur à moitié sur le terrain. Surtout ça. Vu les risques que tu prends, donc voilà, c'est un grand joueur qui s'en va, c'est toujours triste. Après, on peut peut-être d'ailleurs dire un mot sur ce que ça va représenter aussi en termes de reconstruction pour Carolina, parce que c'est une équipe qui a déjà vécu une saison difficile, qui vient de changer de coach. Et là, en termes de défense, Carolina qui était encore récemment, il joue le Super Bowl 50, on arrive au 54, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, qui joue le Super Bowl, il se retrouve en reconstruction défensive. Reconstruction défensive, nouveau coach. Non, c'est vraiment une vraie période de reconstruction avec un Cam Newton dont le physique on ne sait pas. Mine de rien, je veux dire, il y a quand même une interrogation autour de Cam Newton qui depuis 2 saisons physiquement n'y arrive plus. Bon, l'avenir, faut que les fans des Panthers aient confiance dans leur nouveau coach, parce que pour le moment, l'avenir en termes de joueurs est pas ultra optimiste, on va dire. En dehors de McCaffrey, qui est le seul rayon de soleil, mais Clairement, non, c'est très difficile. Autre info plus légère, bon, on peut quand même dire un mot pour ceux qui ont raté l'info parce que c'est important. Le Super Bowl cette année sera diffusé une nouvelle fois en clair, ce sera sur TF1 et donc ce sera avec le duo de commentateurs Jean-Pierre Gagic et Philippe Gardan comme l'année dernière. Donc très très bonne nouvelle. Moi j'avoue que je suis toujours un peu embêté par les commentaires qui tombent sur le site, c'est pour ça que je voulais en dire un mot, mais arrêtez de vous plaindre, quoi. Sérieusement, je comprends pas. Je crois que je vais faire le vieux con, mais vous vous rendez pas compte de la chance que c'est de pouvoir regarder un Super Bowl en HD sur une chaîne où il y a juste un bouton à mettre sur la télécommande sans avoir à demander à un pote d'enregistrer une chaîne cryptée et de prendre la vidéo le lendemain, etc. Enfin, voilà. Et donc après, si vous êtes hyper spécialiste, évidemment, c'est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent, et que vous avez pas envie d'avoir une initiation ou quoi que ce soit, et regardez le Game Pass ou regardez une autre chaîne, ou voilà. Mais c'est bien, plus il est diffusé et plus il y a de gens qui en parleront. Et moi, je pense toujours à ça. Et c'est pour ça que ça me désespérait un peu de lire les commentaires de gens. Mais après, la majorité des gens étaient contents. Attention, faut pas être négatif. Mais un des trucs qu'on nous dit régulièrement, et je pense que Raphaël t'en sera témoin, quand on fait les soirées, par exemple au Hard Rock, les gens nous disent: je suis content de venir là parce que je peux parler football américain avec d'autres gens. Ce qui n'est pas le cas au boulot, ce qui n'est pas le cas, etc. Mais pour qu'il y ait plus de gens avec qui en parler, tu peux pas faire mieux qu'une diffusion sur TF1, quoi. Ah bah non, tu peux pas, donc... donc voilà, et encore une fois... non, mais on est bien d'accord. Voilà, non mais on vous invite à lire l'interview de Jean-Pierre Gagic qu'on avait réalisé sur le site l'an dernier, on la remontera d'ailleurs à l'occasion du Super Bowl. Voilà, en plus il y aura un commentateur sur le match qui connaît le football américain et qui y a joué, donc il sort pas de nulle part. Il a joué au football américain, Philippe Gardan a joué aussi à très haut niveau. Donc on peut rappeler que Philippe Gardan est quand même le seul Français à avoir mis les pieds sur un terrain de NFL, donc il y a un moment... Alors non, Philippe Gardan a fait des camps d'entraînement. Le seul à avoir joué en match officiel, c'était Richard Tardif. C'était Tardif, c'était France 2 à l'époque. Oui, c'est ça. mais Philippe Gardan est un des plus récents. Philippe Gardan est un des plus récents.
Donc il avait fait un camp d'entraînement avec les Redskins et un autre avec les Panthers, si je dis pas de bêtises. Il en avait fait plusieurs. Donc voilà. Mais c'était pour dire un mot là-dessus, mais c'est quand même toujours une bonne nouvelle. Voilà donc comment se termine l'épisode numéro 339 du podcast Touchdown Actu. On vous rappelle que l'émission vous est présentée par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. Vous avez les liens sur le site, vous avez les bons plans sur Twitter, sur Instagram, et on vous rappelle, vous pouvez regarder aussi les matchs sur Unibet pour les finales de conférence et le Super Bowl. Il suffit d'avoir un compte crédité et vous pouvez regarder ça en VO sur Unibet. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu. Suivez bien les comptes, plein de concours pour gagner des maillots en ce moment, et il y aura même un concours surprise, parce qu'on fait des concours tous les vendredis pour les maillots, mais il va y avoir un concours surprise avec un t-shirt d'un joueur rétro à gagner très bientôt. On va faire un truc un peu sympa, et ça concerne une équipe toujours en course et rétro. Donc voilà, je vous dis, il y a quand même une équipe qui a une grosse certaine histoire. Légende de la NFL, c'est ça, non? Voilà, il y a un receveur par exemple un peu marquant dans une de ces équipes. Donc voilà, on tease ça. Je disais donc les réseaux sociaux, Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, Atalin Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Raphaël. Et ben merci à toi. Et je rappelle d'ailleurs la programmation, tant que t'es là, j'en ai parlé un peu dans le fauteuil, mais il faut que je le rappelle dans tous les podcasts maintenant. Super Bowl, tu seras dans le fauteuil avec moi. Eh bah oui, à ce qui paraît. Et ouais, on fait un fauteuil. Alors on fait, attention, c'est version longue en plus. Le Super Bowl, c'est 2 heures le fauteuil, donc ça rigole pas. Ouais. Donc le fauteuil d'avant-match et l'émission, le débrief du Super Bowl livré dans la foulée du match. On table sur une mise en ligne vers 8 heures. Le temps de l'enregistrement plus la mise en ligne, on devrait être sur de la mise en ligne 8 heures. Donc voilà, beau programme encore cette année. Merci encore Raphaël. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On se retrouve à 20h dans le fauteuil dimanche pour les finales de conférence. Très bonne fin de semaine à tous. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fameux pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.